Et merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. Merci beaucoup à DevFest Lille pour l'invitation. Et donc effectivement, on va parler de créativité. Si on peut avoir les slides. Super. Donc pour me présenter, je m'appelle Xavier Goucher, je suis staff engineer mobile chez Datadog. Datadog, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'observabilité qui vous permet de récupérer quasiment en temps réel les logs, les performances, les statuts de toute votre stack, depuis le back-end jusqu'au front-end, avec pas mal d'intégrations, mais entre autres une intégration dans les browsers, les mobiles, et bien évidemment toutes les différentes stacks que vous pourriez avoir derrière. Et donc je vous disais que je suis staff engineer, mais je ne suis pas que ça. En l'occurrence, j'ai aussi beaucoup d'activités annexes, comme j'imagine beaucoup d'entre vous. Entre autres, je vais faire des projets sur le côté que je vais partager sur GitHub, mais j'écris aussi beaucoup de science-fiction. Je m'amuse à faire générer des images numériques et à faire de la guitare. C'est pour ça qu'elle est là. Euh, et donc tout ça, en fait, ça m'a permis de comprendre que toutes ces activités créatives que j'avais à côté avaient aussi un impact sur mon activité de développeur. Et donc j'ai commencé à discuter avec des gens en disant, peut-être partager un petit peu, transférer des connaissances d'un monde à l'autre. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais toi, ça marche pour toi, mais moi, je suis pas quelqu'un de créatif. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées reçues et de fausses idées sur ce que c'était que la créativité et sur son impact dans le monde du développement. Donc on va regarder un petit peu tout ça, mais avant, je vais commencer par une première citation, qui est une citation de Margaret Hamilton. Si vous ne la connaissez pas, Margaret Hamilton, c'est une ingénieure qui a permis, entre autres, à Neil Armstrong de jouer au golf sur la Lune. Et qui a dit que la programmation, c'est un art créatif où l'imagination et les capacités de résolution de problèmes se rejoignent. Et en gros, la première chose à bien garder en tête, c'est que si vous faites de la programmation, si vous faites du développement, vous êtes une personne créative. Donc qu'est-ce que c'est que la créativité et quelles sont les fausses idées qu'on va avoir à ce sujet-là? Alors si vous regardez dans un dictionnaire, la créativité, vous allez avoir des textes qui vont ressembler à peu près à ça, très pompeux, beaucoup de mots. Globalement, la créativité, on peut résumer ça comme étant la création de quelque chose de nouveau et qui va être pertinent par rapport à un objectif donné. L'objectif, ça peut être un objectif qui va être esthétique, ça peut être un objectif qui va être émotionnel, créer de l'émotion chez les gens qui vont recevoir ce que vous avez créé, ou un objectif totalement pragmatique, technique, de performance, de fonctionnalité dans un projet informatique. Donc qu'est-ce qu'on a comme idée reçue sur la créativité? La première, c'est de dire que la créativité, ça ne s'applique que sur des choses artistiques. C'est totalement faux. En l'occurrence, il y a plein de projets, il y a plein de problèmes totalement pragmatiques et pas du tout artistiques qui ont été résolus avec des solutions très très créatives. Pour vous donner un exemple, on a ce nombre-là qui a été trouvé par Greg Walsh et qui a été utilisé par John Cormack en 1999 dans un jeu qui s'appelle Quake 3. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Voilà, donc si vous connaissez ce nombre, c'est connu sous le nom de Fast Inverse Square Root, c'est-à-dire comment calculer l'inverse de la racine carrée d'un nombre. Normalement, quand on veut calculer l'inverse de la racine carrée d'un nombre, à part si on a un tableau de référence, il faut faire tout un tas d'opérations successives pour obtenir cette approximation-là. Ce nombre, en l'occurrence, va permettre d'avoir une première approximation qui est très très proche du résultat voulu, sans avoir besoin de faire plus d'opérations. Et ça tient principalement au fait que les nombres sont stockés, les nombres à virgule sont stockés d'une manière spécifique sur un ordinateur, et donc juste un XOR avec ce nombre-là, ça vous permet d'obtenir quasi directement l'inverse de la racine carrée de ce nombre. Il y a un autre exemple, alors j'ai pas retrouvé la première personne à y avoir pensé, mais c'est assez facile de le retrouver, qui est la solution au programme FizzBuzz. Le programme FizzBuzz, la question, si vous avez fait un peu des entretiens d'embauche ou des petits exercices de code, vous avez besoin d'écrire tous les nombres qui vont de 0 à 100, et à chaque fois que vous avez un multiple de 3, vous écrivez fizz, à chaque fois que vous avez un multiple de 5, vous écrivez buzz, quand vous arrivez à un multiple de 15, vous écrivez fizzbuzz. Et ce nombre-là, pareil, est une solution qui permet en 2 lignes d'écrire du code qui va faire une réponse au problème FizzBuzz. Je vous laisse un exercice, bien évidemment, chez vous, de trouver pourquoi est-ce que ça fonctionne. C'est assez facile de le retrouver.
Mais voilà, ce sont des choses qui sont très très créatives. On a en plus ici un écho au talk que faisait Jonathan un peu plus tôt dans l'après-midi sur la lisibilité et la performance. Donc c'est assez marrant de le revoir là. Ensuite, on a une autre fausse idée qui est que la créativité est quelque chose d'inné. On va naître avec de la créativité ou on va naître sans. Et beaucoup de gens vont se dire, bah ouais, non mais moi je suis pas quelqu'un de créatif. Là encore, c'est totalement faux parce que la créativité, ça a été prouvé, c'est une compétence. Et c'est une compétence, et comme toutes les compétences, on peut s'entraîner, on peut la pratiquer et on peut l'améliorer. D'où cette présentation. Ensuite, quelque chose qui vient un petit peu avec, c'est de se dire que bah oui, mais la créativité, c'est facile. Parce que c'est quelque chose qu'on a, on est créatif, donc c'est facile pour nous. Ben, c'est totalement faux. On a dit c'est une compétence, donc une compétence, ça se travaille. Là, je vais faire une autre citation de Michelangelo, pas la tortue, mais le peintre italien qui faisait des plafonds, qui disait que si les gens savaient à quel point j'ai travaillé pour développer ce talent, ils ne s'en étonneraient plus. Et ça, c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre, c'est que quand on voit un résultat, que ce soit le plafond de la chapelle Sixtine ou un projet X ou Y, on ne voit que le résultat. On ne voit pas les heures de travail qui ont été utilisées pour arriver à ce résultat, et on ne voit pas les années d'études, les années d'essais ratés qui ont mené à ce résultat-là. Enfin, il y a autre chose qu'on a souvent en tête quand on parle de créativité, c'est de se dire que la créativité, ça veut dire forcément de l'originalité. On ne peut pas être créatif sans être original. Et on va toujours avoir cette espèce de quête de l'originalité absolue. Là encore, c'est totalement faux, on peut être très créatif, même sans être parfaitement original. Là, je vais citer Mark Twain, qui écrivait sur une rivière aux États-Unis, qui disait que la quasi-totalité des idées sont de seconde main, tirées consciemment et inconsciemment d'un million de sources extérieures. Et là, on s'approche très rapidement d'une des trois formes de créativité qui existent. Parce que oui, il y a trois formes de créativité. C'est tiré de recherches qui ont été faites par Margaret Boden dans les années 2000. La première forme de créativité, celle dont parle Mark Twain, c'est la créativité combinatoire. L'idée, c'est un petit peu comme si vous aviez des Lego. Vous avez une première idée, vous avez une deuxième idée, vous les imbriquez ensemble, ça fait une nouvelle idée. D'accord ? Pour vous donner quelque chose d'un petit peu plus concret, imaginons qu'on veuille faire un film. On veut faire un film, et donc on va s'inspirer de deux films existants. Par exemple, on va prendre le film Truman Show. Dans le film Truman Show, vous l'avez vu ou pas ? Ouais. Dans le film Truman Show, vous avez le personnage principal qui est enfermé dans un monde factice. Tout autour de lui est artificiel, il n'y a rien qui est réel. Au début du film, il va rencontrer une femme dont il va tomber amoureux, mais elle va disparaître, il va essayer de la retrouver. Petit à petit, au fil du film, il va se rendre compte qu'il y a des choses qui clochent dans son univers, il ne comprend pas, et il va finir par briser littéralement les barrières pour essayer de s'extraire de sa condition. Si on mélange ça avec un autre film, comme par exemple Ready Player One, qui est un film où vous avez un jeu vidéo massivement multijoueur, avec plein de gadgets de réalité virtuelle qui vous permettent d'être vraiment immergé dans le jeu vidéo, avec beaucoup de goodies qu'on peut acheter directement dans le jeu, qui vont faire beaucoup de références à de la pop culture. Vous mélangez ça et vous allez obtenir le film Free Guy. Alors, je ne dis pas que c'est exactement comme ça qu'ils sont arrivés à ce film-là, mais c'est une des façons dont qu'on pourrait utiliser pour y arriver. Donc ça, c'est la créativité combinatoire. On va combiner des idées pour en faire une nouvelle. Le deuxième type de créativité, ça va être la créativité exploratoire, qu'on peut résumer par penser à l'intérieur de la boîte. Alors je sais que c'est pas ça qu'on conseille aux gens de faire, mais on va y arriver. Penser à l'intérieur de la boîte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'abord de délimiter cette boîte, de connaître les contraintes, de connaître les limites à ne pas dépasser. Et une fois qu'on a cette notion de, voilà, là, ça c'est ma boîte, on va explorer l'intégralité de ce qu'on peut faire à l'intérieur de cette boîte. Pour vous donner un exemple, on a le projet Eternal Ascent Challenge, qui est un projet d'art numérique qui a été proposé par un YouTuber qui s'appelle Clinton Jones, qui est un artiste 3D, qui a mis cette scène à disposition en téléchargement, une scène 3D où vous avez un personnage qui monte un escalier. Et l'idée, le but du jeu, c'est de faire 5 minutes d'animation, mais en conservant la vitesse de déplacement du personnage, en gardant l'aspect global du personnage, en gardant exactement la forme de l'escalier, et en gardant exactement le déplacement de la caméra. Donc on a des contraintes qui sont posées, qui sont bien mises, et l'idée c'était que chaque artiste pouvait essayer d'explorer l'espace
disponible et d'habiller cette scène à sa façon. Et donc ici, on a la vidéo, enfin une des deux vidéos, il y a deux vidéos, il y a celle-ci qui dure 15 minutes où vous avez les 100 meilleurs résultats, et vous avez une autre vidéo qui dure à peu près 1 heure où vous avez tous les résultats de tous les gens qui ont participé à ce challenge. Et quand on regarde les résultats, donc à chaque fois on a 5 secondes, toujours sur le même principe, sur la même contrainte, la même structure, mais on a des choses qui vont être très colorées, des choses qui vont être très très sombres, on va avoir des environnements qui vont être très réalistes et d'autres qui vont être très cartoon, et on va même avoir très souvent des artistes qui ont réussi à créer une espèce de petite histoire, de petits événements qui nous plongent vraiment dans leur univers, mais toujours à l'intérieur de la boîte, à l'intérieur des contraintes qui ont été posées. On ne va pas faire les 15 minutes, mais c'est assez facile à retrouver, et il y a le lien dans les slides que vous pourrez télécharger à la fin. Donc ça, c'est la créativité exploratoire, et la troisième forme de créativité, c'est la créativité transformatoire. C'est celle-là qui est pensée à l'extérieur de la boîte. La créativité transformatoire, c'est quoi? C'est toujours la même chose, on a toujours la notion de boîte, on a des limites, on a des contraintes, et on va arriver, on va dire, et si cette contrainte-là, en fait, on l'oubliait? Et si on allait de l'autre côté de cette limite-là? Et quand on dit penser à l'extérieur de la boîte, souvent on se dit, bah voilà, il faut que j'aille à l'extérieur de la boîte. Non, il faut juste aller de l'autre côté des limites, mais il n'y a pas besoin d'aller à 3 km non plus. Suffisant, juste dépasser un petit peu les limites, ça peut suffire pour transformer des idées préexistantes. Alors cet exemple-là, c'est un exemple que j'adore parce qu'il va faire intervenir 3 itérations de créativité transformatoire. La première itération, elle va se passer au XVIe siècle, où vous avez un mathématicien italien qui est allé voir ses amis et qui leur a dit « Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on met un nombre au carré, le résultat est toujours positif. C'est marrant quand même. Vous prenez 2 fois 2, ça fait 4, moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Pourquoi c'est toujours positif? Et si on inventait un nombre, quand on le met au carré, le résultat est négatif ?» C'est comme ça qu'il est arrivé au nombre i au carré égale moins 1, qui a donné plus tard la naissance aux théories des nombres complexes, théorie qu'il aura lui-même définie comme étant une torture mentale. Si vous avez étudié les nombres complexes à la fac ou au lycée, vous savez de quoi on parle. Donc les nombres complexes, i au carré égale moins 1, vous avez des nombres qui vont avoir une partie réelle, une partie imaginaire. En 1970, enfin dans les années 70, vous avez 3 mathématiciens français, Mandelbrot, Julia et Fatou, qui ont fait des études dans cet espace complexe, et notamment qui ont fait des études sur des séries de nombres. C'est-à-dire vous avez un nombre, vous le mettez au carré, vous rajoutez le nombre d'origine, vous remettez ça au carré, vous rajoutez le nombre d'origine, vous remettez ça au carré, vous remettez le nombre d'origine, etc., etc. Et dans certains cas, cette suite va partir vers l'infini, et dans certains cas, pas du tout. Et donc ils ont dit, bah, on va essayer de faire un graphique, on va essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc on va prendre en noir les pixels pour les nombres qui vont rester à peu près autour de 0, et en blanc les nombres qui vont partir à l'infini. Et on obtient cette image-là, qui est l'espace de Mandelbrot, qui est l'un des premiers espaces fractals qui a été découvert, où c'est pareil, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais si vous zoomez à l'infini dans cet espace-là, vous allez toujours avoir des nouveaux détails, des nouvelles circonvolutions qui vont apparaître, et on ne sait toujours pas exactement pourquoi ça se passe comme ça. Donc ça, c'est la deuxième étape de la transformation. La troisième étape, elle arrive en 1993, quand vous avez Melinda Green, qui jouait un petit peu avec l'espace de Mandelbrot, et qui se dit, bon bah voilà, l'espace de Mandelbrot, en fait, c'est on prend une série de nombres complexes, d'accord, et le nombre de départ, on va le mettre en noir ou en blanc, en fonction de si la série dont il va donner naissance, elle va vers l'infini ou pas. Elle se dit, bah oui, mais si en fait, plutôt, on mettait une image toute noire, et on va calculer les séries pour tous les nombres du plan complexe, et à chaque fois qu'un des membres d'une série va passer par un pixel, on éclaire un tout petit peu ce pixel. D'accord? Comme ça, on va voir les pixels par lesquels on passe le plus. Et en faisant ça, on obtient cette image-là que j'ai en fond. Alors c'est un détail, mais qui donne cette espèce d'aspect de nébuleuse, de nuage stellaire, qu'on ne soupçonnait pas du tout à la base. Et après, on arrive à le colorer en changeant un petit peu les règles en fonction des canaux rouge, vert et bleu. Mais on obtient quelque chose d'encore plus incompréhensible que juste l'espace de Mandelbrot, avec cette nouvelle transformation, cette nouvelle idée qui transforme le préexistant.
Donc voilà, ça ce sont les 3 types de créativité qu'on va avoir, la créativité combinatoire, la créativité exploratoire et la créativité transformatoire. Donc maintenant qu'on sait ça, on va se dire, okay, mais comment ça marche la créativité exactement? Comment est-ce qu'on y arrive? On va prendre un petit détour pour y aller et on va commencer par parler d'abord par la méthode scientifique. Le principe de la méthode scientifique, c'est la façon dont on va faire avancer un petit peu toutes les sciences. On va partir d'une question qui va porter sur un domaine en particulier, que ce soit la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques, ce que vous voulez. Et on va avoir toute une étape de recherche pour essayer de voir ce que d'autres laboratoires, ce que d'autres universités vont avoir trouvé comme résultat sur ce domaine-là. Et une fois qu'on a tout ça en tête, on va pouvoir formuler une hypothèse. De se dire peut-être que les choses fonctionnent comme ça. Et à partir de cette hypothèse, on va designer une procédure, la procédure qui va en fait, essayer de dire, de prédire des résultats qu'on pourrait obtenir. Et donc en fait, cette procédure va dire, on va faire telle expérience, et si les résultats concordent, ça va venir dire que peut-être que l'hypothèse est vraie. Si les résultats ne concordent pas, ça veut dire que l'hypothèse est fausse. Et une fois qu'on a designé cette procédure-là, on passe à l'expérimentation pour pouvoir vérifier. Et au final, c'est pas très très loin de la façon dont on fonctionne en ingénierie. En ingénierie, vous allez avoir un problème au départ de dire tiens, j'ai envie de faire une application pour que des gens puissent communiquer à distance. À partir de ça, vous allez faire des recherches pour dire qu'est-ce qui existe comme application pour que les gens communiquent à distance, qu'est-ce qui existe comme protocole, comme façon de faire. Et puis vous allez lister aussi vos prérequis. Est-ce que les gens doivent communiquer par texte? Est-ce qu'ils ont droit aux emojis? Est-ce qu'ils ont droit aux GIFs ou aux GIFs? Est-ce qu'ils ont droit à la visio? Est-ce qu'ils ont droit à l'audio? Est-ce qu'on veut que ce soit des avatars en 3D? Etc., etc. Enfin, une fois que vous avez tous vos prérequis, vous allez passer à une phase de design, c'est-à-dire que vous allez faire vos RFC, vos ADR, vous allez avoir des gens qui vont faire le design graphique sur Figma, vous allez avoir des gens qui vont dire on va prendre une stack plutôt monolithique ou alors avec des microservices, vous allez voir si vous faites votre application sur le front-end, sur du mobile, etc. Et puis une fois que vous avez votre design, vous passez à l'implémentation et au bug. Et enfin, on a le processus créatif. Alors quand je dis le processus créatif, c'est pas le seul, c'est un processus créatif, en l'occurrence qui a été théorisé par Graham Wallace dans les années 1920, et qui a l'avantage d'être quand même facile à comprendre et qui a été très très utilisé depuis. Alors le processus créatif de Graham Wallace, il est assez facile à comprendre. On a pareil 5 étapes, on va avoir la préparation, l'incubation, l'illumination, l'évaluation et l'élaboration. Facile. Non ? Bon, on va rentrer un peu plus dans le détail. On commence par la préparation. Et la préparation, c'est un petit peu une phase de brainstorming. C'est-à-dire qu'on va se poser la question de savoir quel est l'objectif de ce qu'on veut faire. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit, la créativité, c'est créer quelque chose de nouveau qui va répondre à un objectif. Un objectif esthétique, émotionnel, pragmatique. Donc là, le brainstorming, c'est vraiment de se dire, OK, quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif, c'est de faire une application où des gens vont discuter avec des avatars en 3D? Est-ce que mon objectif, c'est de proposer un talk à une conférence d'informatique où je vais jouer de la guitare sur scène? Ensuite, vous avez l'incubation. Et l'incubation, c'est un petit peu une phase de recherche. Mais ce n'est pas une phase de recherche précise. C'est une phase de recherche où vous allez essayer de nourrir votre cerveau avec plein d'idées, plein de choses, plein d'informations, pour, au final, arriver à l'illumination, c'est-à-dire le moment Eureka. Le moment Eureka, la meilleure illustration, c'est dans les épisodes de Dr House. Si vous avez déjà vu un épisode de Dr House, à chaque épisode, vous allez avoir ce moment où Gregory House est en train de discuter avec son meilleur ami Wilson, et son ami va dire un mot totalement aléatoire, comme parapluie. Et ce mot va se connecter avec les connaissances de House qu'il a sur la médecine et sur le cas de son patient, et tout de suite, c'est la lumière qui s'éclaire, c'est vraiment l'ampoule qui s'allume, et il a complètement arrêté d'écouter son ami, parce qu'il est en train de savoir, ok, c'est ça le problème en fait. Et donc il va partir de la pièce, sans même dire au revoir, se dépêcher d'aller dans la salle d'opération, interrompre l'opération qui aurait probablement tué le patient, et sauver tout le monde. Donc ça c'est le moment Eureka. Et le moment Eureka, en général, c'est le moment où vous avez le cœur, le squelette, l'idée vraiment complètement nue de ce que vous allez faire. Une fois que vous avez ce cœur, eh bien, il faut l'habiller, il faut définir un petit peu les détails, de se dire, ok, c'est ça que je vais faire, maintenant que j'ai mon idée de base,
comment est-ce que je l'améliore, comment est-ce que je l'habille, comment est-ce que je lui fais prendre une forme qui va être, qui va vraiment répondre à mon objectif de base. Et enfin, vous avez l'élaboration, et l'élaboration, c'est en gros l'implémentation. Et une fois qu'on l'a présenté comme ça, eh ben vous allez remarquer qu'on a quand même des parallèles évidents avec l'approche qu'on peut avoir dans les sciences ou en ingénierie. C'est-à-dire qu'on a toujours une envie de faire quelque chose au départ, une phase de recherche pour nourrir son cerveau, la phase où on sait ce qu'on va faire, une partie de design pour dire, bon, voilà, je sais ce que je vais faire, mais il faut que j'aille vraiment dans le détail de tout ce que je veux, tout ce qui doit se mettre en place pour arriver au produit final, et une phase d'implémentation. Donc c'est bon, on a un peu l'idée de comment fonctionne la créativité, mais maintenant, comment est-ce qu'on l'améliore, sa créativité? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce moment eureka? Comment est-ce qu'on fait pour aller allumer l'ampoule? Alors pour ça, vous avez des centaines de techniques. Hein, et parce que, bien évidemment, on fonctionne chacun et chacune d'une manière différente. Donc, il n'y a pas une technique qui va fonctionner pour tout le monde, mais il y a des principes un peu génériques, donc je vais vous les livrer là, mais bien évidemment, n'hésitez pas de tester et de voir celle qui fonctionne avec vous. La première chose, c'est d'apprendre à briser les règles. Là, je vais parler un petit peu de musique. Vous avez depuis le XVIIe siècle, depuis Jean-Sébastien Bach, des règles précises de qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire en musique. Principalement en musique savante, mais en gros, quand on fait de la musique, il faut rester dans une certaine gamme. Donc en gros, parmi les 12 notes qui existent, on n'en prend que 7. On n'a pas le droit de faire certains accords, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de jouer certaines notes en même temps, etc., etc. Donc il y a plein de règles qui ont été édictées de dire ça c'est de la bonne musique. À partir du XXe siècle, vous avez des gens qui ont commencé à se dire bon c'est sympa les règles, mais j'ai envie de faire autre chose. Et entre autres, vous avez des gens qui se sont dit bon c'est bien de dire on se limite à ces 7 notes-là, mais en soi, on en a 12, pourquoi on ne les utiliserait pas? Et c'est comme ça que Schoenberg a commencé à inventer le mouvement de la musique atonale. Donc qui ne va pas être dans une gamme précise, mais qui va utiliser toutes les notes disponibles. Vous avez aussi des gens qui vont commencer à se dire bon, je sais que normalement, si je joue ces 2 notes en même temps, ça écorche un peu les oreilles, mais attends, si je joue cet accord-là avant, et puis cet accord-là après, je mets le truc au milieu, finalement, c'est pas si mal et c'est presque même agréable. Et c'est comme ça qu'on obtient du jazz. Donc, comment est-ce que ça s'applique sur de la programmation? L'idée, en fait, c'est de regarder toutes les règles qu'on a apprises et qu'on applique tous les jours. Par exemple, les principes solides, les principes de TDD, les principes dry, KISS, etc. On a plein d'acronymes très sympathiques pour en parler. Très très souvent, on va les appliquer sans même se poser de questions. De pourquoi est-ce qu'on les a mis en place. Et en plus, vous pouvez potentiellement avoir des best practices, des pratiques de code qui sont définies dans les équipes, dans les entreprises pour lesquelles vous travaillez, et qu'on applique à la lettre sans se poser de questions parce que c'est comme ça et pas autrement. Eh bien, apprendre à briser les règles, ça veut dire comprendre pourquoi les règles ont été mises en place. Pourquoi est-ce qu'on a inventé les principes solides? Qu'est-ce que les principes solides vont nous apporter? Et mieux vous allez connaître ces règles-là, plus vous allez être capable de vous dire, ok, là, en fait, dans ce cas précis, cette règle-là, elle m'apporte rien et elle m'empêche de faire ce que je veux, donc je ne vais pas l'appliquer. Et c'est seulement en étant capable d'expliquer pourquoi elle n'apporte rien que vous allez être capable de vous en extraire. Ensuite, il faut maîtriser ces outils. Maîtriser ces outils, ça veut dire, quand je parle des outils, ça va être l'IDE que vous allez utiliser, ça va être Git, ça va être l'OS sur lequel vous travaillez, que ce soit Windows, Mac ou Linux, ça va être tous les outils que vous allez utiliser au quotidien, Jira, Figma, etc. Et le but ici, c'est de se dire que vos outils ne doivent pas être un obstacle à votre créativité. Vous ne voulez pas être en train de coder quelque chose et tout d'un coup vous arrêtez pour vous dire « Attends, comment est-ce que je fais ça dans Visual Studio Code ?» Ou de vous poser la question de savoir si telle fonction existe dans le langage que vous utilisez. Donc pour ça, bien évidemment, vous êtes au bon endroit. Hein. Aller dans des conférences est le meilleur moyen pour en apprendre plus sur les outils qu'on peut utiliser et apprendre des choses que vous ne connaissiez pas sur vos outils. Mais n'hésitez pas non plus à de temps en temps prendre 2 minutes pour aller dans la doc ou aller dans les What's New, quelles sont les nouveautés de la nouvelle version de votre IDE pour savoir un petit peu justement quelles sont les nouvelles choses qui ont été mises en place pour faciliter votre vie. Ensuite, il faut collaborer avec d'autres personnes.
Ça, c'est quelque chose de très important. Alors bien évidemment, vous avez le principe de rubber ducking. Le principe de rubber ducking, c'est le fait d'avoir un petit canard à côté de son écran et quand on a un bug, on explique le bug. On explique notre code au petit canard. Faire ça, ça veut dire prendre un peu de recul par rapport à son code et l'expliquer à voix haute de manière à ce qu'un canard soit capable de comprendre. D'accord. Et en général, en faisant ça, juste le fait de prendre un peu de recul et de l'expliquer à voix haute, on est capable de soi-même trouver quelle était l'origine du bug. Et ça marche aussi bien évidemment avec des personnes en face, c'est-à-dire de dire, bah voilà, à la machine à café, oh, j'ai un bug, je ne sais pas comment m'y prendre, vous expliquez le problème, vous expliquez ce que vous avez essayé de faire, et souvent vous allez trouver la réponse tout seul, ou vous allez avoir la personne en face qui va vous répondre. Mais en plus de ça, collaborer avec d'autres personnes, ça permet de profiter de leur expérience. On a tous des expériences qui sont totalement différentes. On a toutes et tous eu des cours différents, on est allé à des conférences différentes, on a travaillé dans des projets différents. Et donc, quand vous allez parler avec quelqu'un et dire, bah tiens, moi j'essaye de faire cette application de chat en 3D, vous allez avoir une personne qui dit, ah bah oui, tiens, moi j'ai fait un projet en 3D, on a utilisé telle librairie et ça marchait plutôt bien. Donc tu devrais essayer de l'utiliser. Ou au contraire, quelqu'un qui dit « Ah ouais, on a essayé de faire une application de chat dans une autre boîte, on a utilisé tel protocole et ça marchait pas très bien, il y avait plein de bugs, donc essaye de pas partir là-dessus. » Donc ça, c'est là où c'est important, c'est que en discutant avec d'autres personnes, vous allez être capable, ce que je disais, de profiter de leur expérience et aussi d'avoir une validation de vos propres idées. Quand vous allez dire « Bah tiens, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça », vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « Ah oui, est-ce que tu as pensé à ce cas d'utilisation précis qui pourrait peut-être ne pas marcher dans ce que tu veux faire ?» Et donc en gros, ça va permettre aussi d'ouvrir un petit peu vos horizons sur des choses que vous ne soupçonnez pas. Il faut libérer sa curiosité. Je l'ai dit plusieurs fois dans le talk, il y a toujours une étape dans la créativité qui est de nourrir son cerveau. Quand je dis nourrir son cerveau, c'est-à-dire aller piocher des idées à droite et à gauche, et pas forcément des idées qui sont directement liées à ce que vous voulez faire, mais qui peuvent être totalement transverses. Pour vous donner un exemple concret, il y a quelques années, je travaillais pour Deezer sur l'application Android. Et l'une des tâches que j'avais, c'était de réécrire le lecteur audio. Et à cette époque-là, ou un petit peu avant, j'ai commencé à regarder un article sur comment fonctionnent les jukebox. C'est les boîtes avec des disques dedans, on appuie sur un bouton, ça joue de la musique. Et je me suis notamment intéressé de comment ça fonctionne vraiment, c'est-à-dire comment vous avez un bras mécanique qui va aller chercher un vinyle, le mettre sur la platine, le lecteur qui va jouer la musique, et une fois que la musique est finie, le bras va venir le récupérer et le ranger à sa place. Et c'est là que je me suis dit que ce que j'essayais de faire, c'était à peu près similaire. C'est-à-dire que je voulais jouer de la musique, donc je dois avoir quelque chose qui va chercher la musique, pas un disque physique, mais un MP3 sur le cloud. Je dois avoir une partie qui va jouer la musique, et puis une fois que la musique est terminée, il faut ranger le MP3, mais en gros, il faut libérer la mémoire. Et du coup, en fait, je me suis basé, pour faire l'architecture de ma librairie, je me suis basé sur l'architecture physique d'un vrai jukebox. Du coup, j'ai appelé la librairie jukebox, et elle est toujours dans l'application Deezer aujourd'hui. Donc, libérer sa curiosité, ça veut dire aller chercher des informations partout. Dans les choses qui sont très intéressantes, très souvent, moi j'ai une fille de 11 ans qui est fan des C'est pas sorcier, que ce soit les versions historiques avec Jamie et les nouvelles versions avec Max Bird, et donc très régulièrement on regarde des C'est pas sorcier, et c'est très intéressant parce que ça permet de découvrir plein de sujets totalement différents, que ce soit de l'histoire, de la géographie, de la biologie, de la physique, de la chimie. Il y a toujours des choses qui sont très intéressantes et qui permettent de se dire « Ah tiens, je ne savais pas ça ». Et ça permet de nourrir son cerveau pour qu'un jour, au cours d'une discussion, quelqu'un va vous dire un mot, et là vous allez avoir deux idées qui vont se connecter, et vous allez dire « C'est bon, j'ai mon ampoule qui est allumée ». On parle de nourrir son cerveau, il faut aussi en prendre soin. D'accord ? Il faut avoir un esprit sain, et quand je parle d'esprit sain, je veux dire un esprit en bonne santé. Il y a des études qui ont été faites sur notamment l'impact de la nature, du repos et du bien-être en général sur la créativité. Donc, si jamais vous avez l'occasion, faites des pauses bien évidemment régulièrement au travail, mais si vous avez l'occasion de le faire, essayez aussi d'aller dans la nature, donc dans un parc, dans un jardin, dans la forêt, au bord de la mer, si vous avez l'occasion. Passez du temps avec les gens que vous appréciez, faites des activités qui vous font plaisir, parce que ça va permettre de favoriser aussi la créativité. Essayez de trouver aussi des moments pour rêvasser. Rêvasser, ça veut dire quoi ? La base pour rêvasser, c'est qu'il faut commencer à s'ennuyer. C'est-à-dire que votre
esprit n'est pas accaparé par le feed Twitter ou Instagram ou TikTok, mais votre esprit n'est occupé à rien du tout. Et donc vous allez avoir toujours une première étape qui est de dire « je m'ennuie ». Si vous arrivez à dépasser cette étape-là, votre esprit va commencer à juste chercher des choses à penser pour s'occuper. Et donc, quand vous allez faire ça, votre esprit va, lui, juste vagabonder sur des idées, sur des projets, sur des chemins que vous n'avez pas prévus. Et c'est souvent comme ça qu'on va avoir des nouvelles idées qui vont naître. Une chose, moi, qui fonctionne très très bien pour moi, c'est de faire la vaisselle. Quand je fais la vaisselle, j'ai juste un thread qui est occupé à s'occuper des assiettes et tout le reste du CPU qui s'occupe à réfléchir à ma prochaine chanson, ma prochaine chanson, mon prochain roman ou mon prochain projet en informatique. Pour ça, bien évidemment, il faut privilégier le temps sans écran. C'est ce que je disais, on a toutes les applications qui essayent au maximum de s'accaparer notre attention. Donc, privilégier le temps sans écran, ça ne nécessite pas forcément de casser son téléphone, mais au moins de l'éteindre pendant une demi-heure de temps en temps pour se dire « Ok, on va privilégier le temps sans écran ». Faire des activités manuelles, sans musique, sans podcast, sans YouTube, sans télé qui joue derrière, et juste de laisser son esprit se reposer. Enfin, il faut accepter les risques d'échec. Pourquoi? Parce que être créatif, essayer de faire des choses d'une manière différente, essayer de faire les choses d'une manière nouvelle, ça veut dire aussi prendre le risque d'échouer. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile quand on est dans le monde professionnel où on a des revues de performance qui vont arriver dans 2 mois, on veut essayer d'avoir une augmentation ou de passer senior ou staff. Donc c'est toujours compliqué de se dire je vais essayer de prendre des risques. C'est pour ça que c'est aussi très intéressant de trouver d'autres manières de pratiquer sa créativité. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en pratiquant la créativité qu'on devient plus créatif. Donc pour ça, vous pouvez essayer de rejoindre des hackathons. Il y en a tout le temps plein qui s'organisent un peu partout sur les thématiques différentes. Et les hackathons, l'avantage, c'est de dire, je participe pour le fun, pour essayer des nouvelles choses. Et souvent, en plus, on peut pratiquer sans trop se soucier de faire du code qui soit particulièrement élégant, beau ou testé. On hack le truc pour que ça marche à la fin. Autre chose qui est intéressant et que vous pouvez essayer de faire mettre en place dans vos entreprises, nous on a ça chez Datadog, c'est pas facile à dire, les Innovation Week. Les Innovation Week, c'est quoi? C'est une sorte de hackathon en interne qui est scopé sur le projet sur lequel on travaille. L'idée, c'est de dire on va s'extraire un peu de la roadmap et du travail quotidien pour dire tiens, voilà des choses qu'on pourrait faire pour améliorer notre projet. Là où c'est intéressant, c'est que ces Innovation Week donnent souvent lieu à une adaptation de la roadmap pour inclure les projets qui viennent des ingénieurs dans la roadmap officielle du produit. Enfin, une chose qui est très intéressante, ce sont les projets personnels qu'on peut faire sur GitHub juste en dilettante pour s'amuser. Et ça permet de s'extraire d'une contrainte qu'on a souvent au travail, qui est qu'il ne faut pas réinventer la roue. Pourquoi on ne veut pas réinventer la roue quand on est dans une entreprise? Parce que réinventer la roue, ça va prendre du temps, alors qu'il y a plein de librairies qui existent et qui font déjà la roue. Sur des projets personnels, vous pouvez très bien vous dire, tiens, je vais prendre un peu de temps pour essayer de réinventer la roue. Moi, je l'ai fait récemment, j'ai travaillé sur une librairie qui va lire et écrire des fichiers d'images. Et lire et écrire des fichiers d'images, il y a plein de librairies qui le font. Mais j'avais envie de le faire par moi-même, entre autres pour comprendre comment fonctionnent ces formats d'images. Parce qu'il y a plein de formats d'images qui sont tous différents. Et l'avantage de le faire sur un projet personnel, c'est que d'une part, j'avais de compte à rendre à personne, et qu'en plus de ça, il y a plein de librairies qui existent, qui sont open source, et donc qui me donnent la solution, qui me disent voilà comment on fait cette roue-là. Et donc en fait, ça me permet d'apprendre de nouveaux algorithmes, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de réfléchir, et de voir comment les gens ont approché l'idée de dire il faut qu'on stocke d'une manière efficace des images sur le disque dur. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on est en 2024 et je pense que ça ne vous aura pas échappé. Depuis quelques années, il y a quelque chose qui envahit tous les écrans en l'occurrence, qui est l'intelligence artificielle. On a énormément d'outils qui arrivent comme Gemini, Copilot, Devlin, ChatGPT, Tabnine et Code Whisperer. Et alors, je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle démo d'un de ces outils, j'ai toujours un collègue qui vient me dire « Ah, ça y est,
Dans 2 ans, on n'a plus de boulot. Familier? Donc je vous rassure déjà, on aura tous toujours du boulot dans 2 ans. Il n'y a pas de problème, même dans 10 ans, il n'y a pas de souci. Ces outils sont pratiques quand on les utilise, mais il y a quelque chose de très très important qu'ils n'ont pas. Alors, déjà, comment ça fonctionne? Si vous vous êtes jamais posé la question, globalement, l'idée de ces outils-là, que ce soit pour générer du texte ou des images, mais pour du texte, globalement, c'est de dire quel est le mot qui a la meilleure probabilité d'arriver après ce qui a été tapé. D'accord? Vous tapez, vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises... il va essayer de trouver, et il va vous dire qu'effectivement, dans 90% des cas, ça va être suivi par situation. Et puis, il y a peut-être 2-3 autres options. D'accord? Et puis, une fois que vous avez fait ça, bah, il repasse sur le truc et il dit, bon, le mot qui vient après, ça va être ça. Et puis après, il repasse sur tout le truc et il dit, le mot qui vient après, c'est ça. Donc, quand vous posez une question à ChatGPT, bah, globalement, c'est ça qu'il fait. Il dit, bon, bah là, j'ai ma question, quel est le texte qui vient après cette question-là? Et il continue jusqu'à ce qu'il ait pondu une réponse d'une taille raisonnable, entre guillemets. Mais le problème de ça, c'est que bah, déjà, il n'y a pas d'intention autonome. Vous n'avez pas Midjourney ou Dali qui se réveille un matin en se disant « Tiens, je vais faire une image d'un zèbre qui joue de la guitare devant un château. » C'est moi qui ai dû taper le truc dans le programme. D'accord? De dire « Je veux un zèbre qui joue de la guitare devant un château. » Donc, à aucun moment, ils vont se dire « J'ai envie de faire ça. » Donc la créativité, l'intention initiale, elle va forcément venir d'un humain. Ensuite, ils n'ont pas de notion de valeur. C'est-à-dire que quand ils vont vous répondre quelque chose, c'est probabilistiquement quelque chose d'adéquat. Mais en fait, ils n'en savent rien. Ils ne sont pas capables de réfléchir. Ils n'ont aucune notion de la valeur de ce qu'ils ont produit. Là, les pixels là, ça répond toujours à un zèbre qui joue de la guitare devant un château, dans le même logiciel. Il n'a aucune notion que le zèbre, il n'est pas du tout en train de jouer de la guitare et qu'il a vraiment besoin d'aller voir un vétérinaire. Enfin, il n'y a pas de sémantique. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas les mots que vous tapez. On a l'impression qu'il comprend parce que les résultats sont souvent très cohérents, mais il n'y a aucune compréhension interne. C'est toujours la même chose. J'ai tapé un zèbre qui joue de la guitare devant un château. Je n'arrive toujours pas à voir le zèbre. Donc, l'IA, c'est un outil qui est très intéressant, mais qui doit toujours être dirigé et évalué par la créativité humaine. D'accord? C'est-à-dire que c'est nous qui allons être à l'origine de ce qu'on va leur demander, et on peut leur demander de nous aider à écrire du code plus vite, mais il faut que ce soit nous qui soyons à l'origine, et nous qui validions les résultats de ces IA. Du coup, on arrive à la conclusion. La première chose que je vais dire, c'est une citation de Erika Heidi, qui a écrit beaucoup sur la créativité, et notamment la créativité en ingénierie, qui explique que la programmation, c'est de l'art construit sur de la logique. D'accord? Et c'est quelque chose qui est très important à garder en mémoire, c'est que on va essayer de trouver des moyens d'être plus créatifs dans notre projet. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, la partie logique, c'est-à-dire de faire en sorte que, bah oui, on doit écrire des tests, on doit vérifier les performances, parce que, à la fin, ça reste quand même un projet qui doit fonctionner. D'accord ? Enfin, la deuxième partie de la conclusion, c'est la raison pour laquelle j'ai apporté ma guitare. J'ai écrit une chanson pour résumer un petit peu ce talk. Chaos of Kotlin lines, suspend functions tangle like vines. I need to come up with a plan to publish an app that will shine. I need to overcome so much folded devices I can't touch. Deprecation of APIs, legacy code I don't recognize. 1, gotta prepare my mind. 2, research for a while. And 3, wait for a little tick until the cogs in my brain can all click. 4, brainstorm ideas, put together all the pieces. 5, that's it, will be the best. Just have to write another test. I read the book that Chet has done. I booked ticket for DroidCon. Of course, I watch all of the talks.
thinking outside the box. I learned about it, hooks and hoops, Jetpack Compose internal loops, Android Studio's latest tricks, Jetpack Compose and obscure tips. 1. Gotta prepare my mind. 2. Do research for a while. And 3. Wait for a little tick until the cogs in my brain can all click. 4. Brainstorm the ideas, put together all the pieces. 5. That's it, we'll be the best, just have to write another 10. Learn to knit, to paint and bake, although you shouldn't try that cake. I learned Python and sign language just to see if I could manage. I turned my phone off for a day, which turned out to be quite okay. Wandered alone in the forest, play cards with my daughter and lost. And 1. Gotta prepare my mind. 2. Research for a while. And 3. Wait for a little tick until the cogs in my brain can all click. 4. Brainstorm the ideas, put together all the pieces. 5. That's it, we'll be the best, just have to write another 10. One, gotta prepare my mind. 2, do research for a while. And 3, wait for a little tick until the cogs in my brain can all click. 4, brainstorm the ideas, put together all the pieces. 5, that's it, we'll be the best, just have to write another 10. Merci, merci beaucoup, et merci d'avoir applaudi. Donc je pense qu'il nous reste un petit peu de temps pour des questions, on a 5 minutes, donc si vous en avez, n'hésitez pas, que ce soit sur la programmation, la créativité, la musique, la science-fiction, ce que vous voulez.